Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Mercato Live. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Salut mon copain. Salut JJ, comment tu vas? Écoute, moi, toujours bien quand ça parle de Mercato Live. C'est plutôt toi, t'es chaud pour cette petite session une petite heure où on va parler Mercato? Écoute, moi, parler Mercato, ça me va. Le vivre, c'est parfois un peu compliqué. Et pourtant, sans spoiler véritablement, vous avez vu le programme, il n'y a pas de sujet sur la JOCR. Non, mais heureusement, parce que sinon, je pense que il aurait fallu qu'il y ait quelque chose en intraveineuse parce que c'est compliqué. Et pourtant, j'ai proposé, je dévoile un tout petit peu les coulisses, j'ai essayé de proposer un sujet à JOCR, mais bon, mon copain Aurélien était pas chaud, donc bon, j'ai pas insisté. Moyen. Mais on a de quoi largement s'amuser pendant cette petite heure. Bon, allez, on va commencer direct avec le premier sujet. Alors, c'est Esteban Le Paul au Stade Rennais, et on pose la question, est-ce que c'est le meilleur choix de carrière pour l'attaquant français de 25 ans? Tu vois, finalement, il y a un petit rapport avec la JOCR quand même, avec Esteban. Ouais, quand même. Il était obligé. Ah ouais, en plus. Alors, tu vois, en aparté, c'est vraiment un gars que j'aurais aimé voir à Auxerre, surtout qu'il est né là-bas. On l'a un peu raté. C'est le fils de Fabrice, qui est malheureusement décédé dans un accident de voiture et qui était un ancien grand espoir de la JOCR dans les années 90. Et même de l'équipe de France. C'était vraiment gros espoir. Et il avait déjà eu un accident de voiture et c'est ce qu'il avait... mis sur le carreau un peu. Enfin bref, pour moi, dans tous les cas, pour Esteban Le Paul, c'est une progression constante. Moi, ce que j'admire chez lui, hormis son sens du but et sa capacité à être disponible et tout ça, c'est que en un an, ce gars-là a digéré le passage entre National 1 et Ligue 1. Ça c'est vrai que c'est pas tous qui arrivent aussi vite à s'adapter de cette manière. Maintenant, attention. Je vais juste mettre un tout petit bémol. Il vient de fêter ses 25 ans. Donc, on parle pas d'un tout jeune espoir non plus. C'est ça. Après, c'est malheureusement comme il y en a, avec des carrières chaotiques. Après tout, Giroud, ça n'a pas été linéaire. Ribéry, ça n'a pas été linéaire. Mais c'est vrai que ils explosaient pas à 25 ans, ils explosaient plutôt à 22, 23. Allez, on va dire quand Le Paul a commencé à prendre ses marques avec le National 1 et qu'il a commencé sa progression, là où normalement les Ribéry, les Drogba ou ces genres avaient déjà mis leurs pieds en Ligue 1 et commencé à avoir une petite répute. Donc c'est là la petite différence, mais ça peut être semblable, je suis d'accord. Maintenant, le choix de Rennes. J'entends beaucoup pour en discuter. Oui, Rennes, c'est que du bloc bas. Je crois que le match contre Marseille a laissé quelques traces. Oui, il y a eu ce match-là. On va attendre avant de pouvoir définir le Rennes de Habib Beye comme une équipe qui joue bloc bas. Sur ce match-là, oui, on peut pas dire véritablement qu'ils aient prôné un football à la Zeman. Maintenant, bon, on va attendre de voir. Donc, Rennes, pour moi, c'est pas l'équipe type défensive. Il y a des équipes pour moi qui sont bien plus défensives que Rennes. Mais en dehors de ça, je le voyais pas aller plus haut. Enfin, déjà Rennes qui est censé être, t'es à Angers qui va rejouer le maintien. Faut pas se cacher là-dessus. Encore plus si le Paul. Oui, là il y a un effet domino, c'est clair et net. S'il vient partir, ça va être compliqué de le remplacer. Mais alors attends, avant, on va dire pour situer bien le débat, pourquoi on a posé cette question-là? Est-ce que l'intérêt d'Esteban Le Paul aurait pas été de faire une saison supplémentaire du côté d'Angers et de partir l'année prochaine avec une expérience plus importante? Là, on parle d'un gars, je vais partager les stats, qui certes a des stats intéressantes pour l'année dernière, mais l'expérience en Ligue 1, c'est 29 matchs. Il n'a que 29 matchs, et tu l'as dit tout à l'heure, comme il est passé par le National, la Ligue 2 et tout. Pour moi, je pense qu'il y avait besoin d'une seconde saison, on va dire, où il enchaîne les matchs, où il est titulaire, et après faire le gap du Stade Rennais. Moi, je serais parti là-dessus. Après, s'il va au Stade Rennais, c'est pour être titulaire, c'est pour remplacer Kalimundo. Donc c'est aussi pour enchaîner les matchs. Sur le principe, c'est une théorie. D'accord. Maintenant, est-ce que Rennes va s'arrêter juste à Le Paul pour remplacer Kalimundo, ou est-ce qu'il va y avoir plusieurs profils différents qui risquent d'arriver, on va dire les derniers jours?
on partait plus sur la tendance de 2 à 3 attaquants qui pourraient être pris plutôt que le seul Esteban Le Paul. Donc c'est aussi pour ça. Est-ce qu'il va pas se faire bouffer par la concurrence en fait? Moi c'est un peu de ça et j'ai peur qu'il soit pas assez aguerri. Maintenant, on en a parlé en off. Tu semblais dire aussi qu'il est porté aussi par quelque chose de on va dire pas d'irréel, mais quelque chose de très fort qui va peut-être le faire surmonter cette nouvelle étape sans, on va dire, avec un peu d'insouciance. Pour moi, il a beaucoup de mental. Enfin, je sais pas. C'est quoi à dire, hein, mais déjà rien que sur les photos qu'il a, il dégage un truc. Il a cette espèce d'assurance sans être non plus de l'arrogance. Même si dans le football, être arrogant, je pense pas que quand t'es professionnel, ça soit complètement Zlatan, si c'était un problème, Zlatan n'aurait pas fait carrière, par exemple. Voilà, et je pense que Esteban Le Paul aimerait faire la carrière de Zlatan. On ne spoil pas, mais là, j'avoue que ça y ressemble. Au-delà de ça, oui, pour moi, en fait, il est capable de s'imposer et surtout de ne rien lâcher, ne serait-ce par son histoire personnelle qu'on évoquait, son papa qui est malheureusement mort, ses centres de formation, il a été rejeté du centre de formation lyonnais. Il a fait 2 passages à Épinal. Le premier passage, ça se passait bien et il y a eu le Covid. Après, il est parti à Orléans. Il est revenu à Épinal et il a encore reclaqué des buts. Donc, disons que ça va pour... La force mentale, il l'a eu pour pouvoir être là où il est à 25 ans avec le parcours qu'il a. Ok. C'est ça. Et au-delà de ça, il fait Angers-Rennes. Tu vois, on dirait, il va à Lyon, par exemple. Là, j'aurais très peur pour tout ce que tu dis, c'est qu'en fait, oui, il a que 29 matchs de Ligue 1. Pour moi, même si le contexte rennais est un petit peu plus tendu que les dernières années, et encore Habib Beye a remis un peu de l'an, je pense qu'il peut se faire plaisir là-bas, surtout que Angers, Rennes, c'est pas si il change pas complètement ses habitudes. Je pense que c'est toujours un truc à prendre en compte. Donc toi, on va dire pour trancher notre débat, toi le choix rennais, ça te semble, comme tu l'as dit dès le départ, plutôt le plan de carrière logique pour un jeune malgré, on va dire, cette peut-être légère inexpérience du très très haut niveau, hormis la saison dernière, et que toi tu serais pas resté à Angers. Moi, je te le dis. Si. Moi, j'aurais bien aimé qu'il reste à Angers. Évidemment, pour faire une deuxième saison. De toute façon, il aurait eu donc 26 ans l'année prochaine et peut-être qu'un plus gros club, tu vois, qui aurait besoin d'un attaquant. Je pense que à voir. Mais toi, Lille, ils ont le seul Giroud. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre est censé arriver d'ici la fin du mercato, mais peut-être qu'au mercato 2026, il y avait toujours que Giroud, Esteban Le Paul aurait peut-être pu prétendre là-bas. Ça aurait pas été déconnant. Maintenant, écoute, on va voir ce que ça va donner. Ça semble quasiment fait du côté de Le Paul. Moi, on lui souhaite parce que, comme on vient de dire, c'est plutôt un bon gars avec un parcours atypique. Donc oui, forcément, on a envie qu'il réussisse. Moi, je reste quand même un peu plus flippé pour lui parce que le contexte rennais, ça passe ou ça casse et j'ai peur qu'il se fasse un peu bouffer. Mais allez, je vais te faire confiance, mon copain, sur celle-là. On va lui dire, on va. À mon avis, il remettra qu'une dizaine de buts. Parce que peut-être qu'en effet, il y aura ce jeu de concurrence et pas titulaire tout le temps. Dizaine de buts, franchement, je pense que si il fait la dizaine de buts du côté de Rennes pour sa première saison, je pense qu'on pourra parler de saison réussie quand même. Parce que si par contre on s'attend à ce que Esteban Le Paul il finisse dans les meilleurs buteurs à 25 buts, je pense que là on se trompe. Mais terminer avec une dizaine de buts et prendre de l'expérience, ça ok. Mais je reste encore. Voilà. Et à 28 ans, première sélection avec les Bleus. Voilà, je balance ça comme ça. Ok. L'enregistrement est fait, donc écoute, on ressortira les bords quand il aura 28 ans, dans quelques années.
Bon, allez. J'espère beaucoup. Ouais, bah, on espère pour lui. On espère forcément pour lui. Bon, allez, je te propose le second sujet. C'est Noah Okafor à Leeds pour 21 millions d'euros. Et on pose la question, est-ce qu'il peut relancer sa carrière en Première Ligue après son passage à l'AC Milan qui était quand même pas extraordinaire? Qu'est-ce que t'en penses, mon copain? J'adore Noah. Ok. Donc déjà, on part avec ces bases-là. De toute façon, je pense que qu'on joue à Football Manager ou qu'on s'intéresse au foot réel, Noah Okafor, avant sa blessure des ligaments croisés, c'était quelque chose. Ah oui. Et maintenant, j'évoque le cas des ligaments croisés. Surtout, évidemment, on prépare le débat, donc j'ai forcément regardé comment il jouait. Alors, il était à Salzbourg, il était en pointe, et parfois en pointe avec un autre attaquant. Le problème donc à Milan, c'est qu'il y avait une seule pointe. Et là, je viens de regarder aussi la dernière composition de Daniel Fark. Il n'y a qu'une seule pointe aussi. Bon, sachant qu'il a Pirouet et Calvert-Lewin. Alors, Calvert-Lewin et Pirouet, je vais pas dire que c'est des super attaquants, mais ça reste des gars qui connaissent bien la Première Ligue ou le Championship. Non, je suis d'accord. Donc toi déjà, ce qui semble t'alerter, c'est que le profil du joueur et le choix du club dans lequel il va, c'est pas forcément génial pour te relancer, si je comprends bien. Il va être censé jouer, à mon avis, encore à gauche. Bon, nous, au Milan, on a vu qu'à gauche, et pourtant, parfois, Raphaël Leao, on avait envie de lui tirer dessus, et lui dire sors. Mais Okafor ne faisait pas non plus. Il a marqué quelques buts. Voilà. Et alors, comme tu as dit, il a été recruté pour occuper un peu ces deux postes, soit numéro 9 ou soit côté gauche. Côté gauche, tu le dis, il y a Leao, donc compliqué d'arriver à faire sa place malgré des performances moyennes de Leao pendant certaines périodes. Okafor, il n'a pas réussi à prendre véritablement la mesure, soit du club, soit du poste, soit des attentes. En tout cas, le bilan, il est pas si mauvais. Je vais passer les stats. C'est pas si mauvais, mais on attendait plus, quoi, en fait. Le bilan en Serie A, c'est 43 matchs, 7 buts, 2 passes décisives. Et la saison qui vient de passer, alors ok, il a été prêté au Napoli, mais c'est 22 matchs, 1 but, 2 passes décisives. Waouh. Pour un joueur qui vient de fêter ses 25 ans, la progression, elle est pas là du tout. C'est pour ça qu'on pose la question. Est-ce que toi, la Première Ligue, qui peut-être est plus adaptée à ses capacités techniques et physiques, est-ce que vraiment c'est le meilleur endroit pour pouvoir se relancer pour toi? Avec un promu en plus qui c'est pas le promu qui me fait le plus saliver avec son recrutement en plus. Je suis d'accord. C'est vraiment pas l'équipe la plus sexy maintenant. Bon. Et en plus à gauche il y a Nonto. Enfin normalement il est un petit peu à droite, mais là j'ai vu jouer à gauche. Non. Et puis maintenant ça fait un moment qu'il est là. Il fait partie des cadres, si on peut dire, de Leeds. Donc difficile peut-être de le déloger maintenant. Voilà, il a été acheté 21 millions. Je pense que c'est pas non plus pour jouer que les 21 millions, c'est pas de l'argent de poche en Première Ligue. Non, c'est vrai. 21 millions, c'est vrai. Si on prend à l'échelle de la Ligue 1, c'est un gros transfert. À l'échelle de la Première Ligue, oui, c'est pour un sub. Donc toi, je te sens quand même pas très emballé par le choix Leeds et Okafor quand même. Malgré ton attachement que tu avais l'air de donner au départ. J'ai l'impression que... Après, tu peux adorer un joueur et être complètement impartial dessus. Moi, je ne retrouve pas le Okafor qu'on voyait à Salzbourg, et c'est normal. Enfin, qu'en plus le mec son jeu était basé sur la percussion et la vitesse, il se fait les ligaments croisés. On va prendre le cas Nabil Fekir. Nabilou, il a réussi à faire une carrière plus qu'honorable. Franchement, oui. Beaucoup de respect. Parce que c'est un joueur champion du monde. Enfin, avec Lyon, il a été important. Avec le Betis, c'est un joueur important de ces 30 dernières années du club. Donc, oui, il a une carrière tout à fait respectable. Mais en effet, on n'a pas revu le Nabil qui était d'auparavant. Là, c'est la même chose. C'est que on a du mal et évidemment à voir comment joue Leeds. Mais quand on pense ailier, on pense à percussion et la percussion au Okafor. Je sais pas.
Et Chukwueze, il voulait pas Leeds. Oh, malheureusement, putain, c'est un regret, ça. C'est un regret, ce Chukwueze. Qu'est-ce que c'est? Je l'adorais à Villarreal, mais alors, depuis qu'il est à Milan, oh là là, c'est compliqué. Mais oui, peut-être que, moi, je disais tout à l'heure, il n'a pas pris la mesure, mais c'est vrai, que la blessure, et quand tu te fais les ligaments, ah oui, forcément, ça te change une carrière. Est-ce que peut-être il retrouvera une partie de son niveau au fur et à mesure du temps? Pour aller juste on va dire, pour essayer de le défendre un tout petit peu, ça vaut ce que ça vaut, mais sa campagne de matchs amicaux avec le Milan était positive. Il avait été bon, il avait marqué, et il semblait, alors dans le jeu un peu minimaliste d'Allegri, il semblait pouvoir tirer une petite épingle du jeu, mais il partait pas comme titulaire. Ça, je suis d'accord, il partait pas comme titulaire. Mais avec ce schéma à deux devant, il aurait pu. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pu être il aurait pu retrouver ce qu'il connaissait avant. Maintenant, c'est vrai que peut-être qu'il a mal récupéré parce qu'il enchaînait pas assez les matchs. Et ça, c'est vrai qu'il y avait à Milan. Et si à Leeds, il réenchaîne les matchs, bah, mais il faudra sauter Gnonto. Enfin, si Gnonto reste chez les et comme on l'a dit, est-ce que réellement c'est là où il est le mieux, dans un espèce de 4-3-3 à gauche en poste d'ailier gauche? Non. Moi, je vais dans ton sens. Je pense que la meilleure chose avec lui, c'est de le mettre à deux devant avec un gars autour duquel il tourne. Donc, ça pourrait être le Boniface qui arrive, ça pourrait être Jiménez au moment où Léao est pas là, ou pour le faire remplacer, ou à un certain moment pour le tenter. Et là, se mettre dans ce bourbier un petit peu Première Ligue avec une équipe qui va jouer le maintien, qui va peut-être pas jouer offensif et qui va pas te mettre à ta place, bah, pour répondre à la question qu'on a mis, moi je pense pas qu'il se relancera en Angleterre. Je partage ton avis. Ok, bon bah on a essayé. Hein. Dommage, mais bien sûr. Après, toujours voilà, on pense ça. S'il y a l'inverse qui se produit, bah. Et tant mieux, tant mieux. T'as raison de le repréciser à chaque fois, mais c'est vrai. On donne notre avis à l'instant T. Évidemment, on n'a rien contre les joueurs en question, sinon on le dirait au moment du débat. Mais évidemment, si ça vient, on va dire notre pronostic s'avère faux, tant mieux pour eux, tant mieux pour les joueurs. Mais là, c'est vrai qu'au cas fort, c'est compliqué. Allez, je te propose le sujet suivant. C'est Dominique Greff à l'Olympique Lyonnais. Et on pose la question, est-ce que Lyon était obligé d'aller recruter un nouveau gardien? Qu'est-ce que tu en penses, toi, mon copain? Moi, je militais pour Patouillet. Sort de 2 grosses saisons à Sochaux. Alors, ok, c'est du national. Enfant du club. J'ai envie de dire que Lyon, dans son histoire, a déjà fait confiance à des enfants du club pour moins que ça. Oui. Parce que je suis pas sûr qu'Anthony Lopez a fait beaucoup de matchs avec Lyon ou même de matchs professionnels dans la gueule quand il finit. Ah oui, non. Là, pour le coup, il faudrait demander à notre spécialiste. Qu'on aimerait bien revoir sur la chaîne. Qu'on aimerait bien revoir. On essaye. Hein, pour les fans de Paul, on essaie de le ramener, mais très compliqué. C'est une détractation de. Oh là là. Donc non, toi tu serais parti sur la promotion du petit gardien. Oui, même si j'arrive à comprendre que Lyon va jouer la Ligue Europa et si tu me dis que tu pars en Ligue Europa avec Patouillet et Rémi Descamps, okay, quand même. Lyon a peut-être baissé un peu de standing avec le passage avec la DNCG, mais quand même. Ouais, mais la vie c'est fait de risques. Ah oui, d'accord, ok, mais sauf que là, en matière de risque, les Lyonnais ils en ont eu pas mal ces derniers mois quand même. Il y a eu. C'est vrai que c'est peut-être ça. Mais bon, après, d'un côté, pas ma faute s'ils avaient trouvé leur gardien américain et que ils l'ont. Ouais, c'est pas gentil. Mais ça, c'est vrai. En même temps, on est obligé de le préciser. C'est vrai que dans ce mercato complètement hallucinant, c'est vrai que la transaction de Matt Turner, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. On l'achète, mais en fait, on peut pas te garder, donc on te reprête dans la foulée. Bon, pour au final aller chercher Dominique Greff. Alors, Dominique Greff, je pense qu'on va être clair, il n'y a pas beaucoup qui le connaissent de base, sauf les amateurs de Liga.
Donc, je passe les stats. C'est un joueur qui vient de fêter ses 28 ans, que Transfermarkt valorise à 6 millions d'euros, qui était en fin de contrat en 2029, qui l'année dernière fait plutôt une bonne saison. Il est titulaire avec Majorque. Il fait 32 matchs, 7 clean sheets. Il est en sélection slovaque. Donc, ça reste un international. Et le bilan avec Majorque, c'est 46 matchs, 15 clean sheets depuis qu'il est arrivé. Donc, c'est un gardien qui semble, en tout cas au vu des stats et de ce qu'on peut lire un peu à droite à gauche, qui semble plutôt sûr. Maintenant, ça semble pas être la nouvelle pépite des gardiens européens, mais c'est un gardien un peu mieux que sur les références que Patouillet ou Descamps. Donc, toi, est-ce que avec cette présentation-là, est-ce que ça te convient ou tu restes vraiment sur l'idée que on aurait pu faire confiance aux petits jeunes, voire à Rémi Descamps qui a pas été mauvais du tout contre Lens pour le premier match, hein. Qui fait un super barré réflexe. Ah ouais, franchement, j'ai regardé le match, il en fait même 2-3 pas mal. Ouais, sur ce que j'ai pu voir, il n'y avait pas un besoin, on va dire urgentissime de gardien. Maintenant, tu l'as dit, il y a Europa League qui arrive. Et peut-être qu'il fallait un gardien avec un peu plus d'envergure. C'est surtout qu'il en a de l'envergure. Ah ouais, il est costaud. Et j'ai pas la taille, mais rien que sur les photos, il me paraît à plus de 90. Qu'il est longiligne, ouais, ça c'est sûr. Surtout que bon, en fait c'est ça aussi. Je pense que c'est un peu à prendre en compte. C'est la défense de Lyon. Ouais. Parce que évidemment. Quand tu sais que ta défense est un petit peu, le mot c'est pas neutre, mais qui peut avoir ses erreurs de concentration. Ouais. C'est bien d'avoir un gardien un petit peu au-dessus. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Niakhaté, mais j'arrive pas à retrouver d'ailleurs le Niakhaté que je voyais à Mayence. Si tu le trouves pas. Ah ouais, non, clairement. Il était passé déjà par Nottingham Forest. Je crois que c'était pas génial. S'il reste une saison et qu'ils le vendent alors qu'il l'avait encore acheté, alors. Je crois que c'était 30 millions, mais on reste sur ce que j'ai dit avant, c'est 30 millions, c'est presque de l'argent de poche. Non, mais t'as raison, en fait. Malheureusement, voilà, on peut pas se baser sur ça. Donc, il était passé de Mayence à Nottingham Forest assez neutre. La saison dernière, Niakhaté, oui, forcément, c'est pas celui qui nous a sauté aux yeux. Alors, il a eu quelques bons matchs, hein. On peut pas dire non plus. Mais c'est vrai que c'est pas assurance tout risque. Les gars à côté, alors ok, t'as un Clinton Mata, t'as un Maitland Niles, t'as un Tagliafico, mais oui, il fallait peut-être un gardien parce que l'année dernière, faut préciser, Perry te sauve pas mal de fois, te sauve pas mal de matchs, hein, quand même, hein. C'est ça, c'est vrai qu'ils ont perdu quand même. Oui. Un bon gardien qui a commis quelques erreurs, mais en tout cas, c'était plus positif. Tu vois ce que je veux dire? Désolé. Je vois Greff faire exactement la même chose. Ouais, c'est-à-dire un gardien moyen plus qui va peut-être te faire gagner certains matchs, mais qui est pas non plus une référence et qui va finir 7-8e meilleur gardien de Ligue 1 à la fin d'année. C'est ça c'est-à-dire qu'il arrête ce qu'il faut arrêter. Parfois, il fera un arrêt sublime, type, toi, c'est comme Descamps. Descamps, on l'a déjà vu aussi à Nantes, c'était pas non plus. En fait, je vais te dire, avant le match contre Lens, moi, je militais directement pour oui, il faut Greff absolu. Enfin, il faut absolument un gardien parce que même l'idée du petit jeune, perso, je l'ai pas vu, donc je peux pas m'enflammer sur le petit jeune. Mais moi, je vois beaucoup de Sochaliens s'enflammer, donc j'ai envie de leur faire confiance. Non. Mais après, ça peut être aussi, hein. Lucas Chevalier, avant qu'il débute avec Lille. Ok, on avait vu un peu avec Valenciennes, mais bon, il a fallu bien à un moment donné le lancer dans le grand bain. Donc ça, ok. Maintenant, vu le match de Descamps, t'as raison, on connaît aussi peut-être son niveau régulier, mais peut-être que là, il avait l'occasion de saisir sa chance et de se découvrir peut-être à un niveau qu'il n'avait pas eu. Avant Lens, je t'aurais dit non. Après Lens, oui, forcément, vu son match, je pense qu'on aurait pu tenter. Maintenant, ça me paraît être un choix plus logique quand même d'aller chercher un gardien avec un peu plus de référence et que, désolé, jeune Patouillet, mais il a quel âge le jeune Patouillet? Tu l'as l'âge? 21 ans. C'est maintenant, hein. C'est maintenant que ça se joue aussi, hein.
Ah, parce que là, tu m'aurais dit 18 ans, je t'aurais fait, écoute, gamin, va faire encore une petite pige à droite, et puis tu reviendras. 21, non, j'avoue, là, c'est l'heure de jeu. Après, peut-être que dans les tractations, il ssera prêté en Ligue 2. Je sais pas quel club a vraiment besoin d'un gardien. Oh, il y a toujours besoin. En Ligue 2, généralement, il y a toujours besoin. Là, on arrive en fin de mercato. Donc, oui, faudrait qu'il joue, parce que sinon, faut qu'il joue, et après, tu essaies de rebattre les cartes l'année prochaine. Oui, après, c'est pas un gros transfert. L'OL a pas mis véritablement une fortune sur ce gardien. Donc, si ça vient pas marcher ou si ça vient moyennement marcher, peut-être que l'an prochain, tu pourras faire la transition. Mais toi, quand même, je garde ça pour ce débat. T'aurais lancé le petit jeune. Il y aurait eu la volonté de. C'est mon côté formateur, on va dire. Ah, j'aime bien. Mais il faut donner sa chance aux jeunes. Il faut. Oui. Regarde, quand Mandanda, quand Carasso se blesse, Mandanda lui fait confiance tout de suite. Hein. Ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai. T'as raison. Non, bon exemple. On va garder Steve en tête. C'est vrai. Donc allez. Non, et Lyon, c'était pareil pour Lopez, tu vois. Donc finalement, l'histoire. Pour Lopez, ouais. C'est vrai que pour Lopez, c'est vraiment ça parce que c'est Vercoutre qui est, on va dire vieillissant de chez vieillissant. Et il y a le petit jeune qui a pas joué, mais bon, on voit bien qu'il est quand même bien meilleur que Vercoutre, ce qui n'était pas difficile. Donc oui, c'est peut-être le moment. Je me rappelle d'un match où, je sais plus si c'était face au PSG, mais pour essayer de contrer la balle sur un face-à-face, il saute, mais avec les jambes aussi en mode talon au haut, et donc forcément, le gars il met la balle ras de terre et pas sur lui. Enfin bref, il faudrait que je retrouve. Rémi était bien meilleur sur le banc de touche que dans les cages. C'est ça. Je pense. Et surtout pour pourrir l'adversaire. Non, là, pour le coup, au niveau trash talking, il est fort. Oh là là. Il a rien à envier à ça. Bon, allez, on passe au sujet suivant. Je te propose Carlos Baleba, qui est l'attraction de la fin de mercato, surtout en Angleterre. Et on pose la question, quel club doit-il choisir? Il y a 3 clubs qui le suivent, alors plus ou moins avec beaucoup d'intérêt. C'est les 2 clubs de Manchester United et City. Et on a aussi le PSG qui est dessus. Alors, est-ce que c'est une véritable piste très importante pour le PSG, je sais pas, mais en tout cas, ça fait partie des joueurs suivis. Et toi, pour toi, Baleba, il doit faire quoi? Rester à Brighton ou tenter une de ces 3 destinations? Il est encore un peu jeune de mémoire, mais bon, c'est pas au nombre d'années qu'on calcule le talent, hein, parce que depuis qu'il est à Brighton, même depuis qu'il était à Lille, hein, on a vu qu'il en est pétri. Ah oui, c'est ça. Maintenant, tu as raison, il va fêter ses 22 ans en janvier. Donc, il n'a que 21 ans. Donc, encore un très jeune joueur. Mais en tout cas, toi, j'avais des bribes quand il jouait à Lille, parce que je m'occupais parfois de certains matchs de Lille. Évidemment, Brighton, je vois moins, mais j'avais vu des trucs intéressants. Donc je me suis refait une petite compile, et donc c'est là où tu vois quand même que ça soit qu'il soit sous pression, qu'il faut qu'il récupère ou qu'il faut qu'il progresse balle au pied, qui même parfois s'il faut un petit peu claquer un but, il saura claquer un but. Mais non, franchement, en fait, il ferait du bien. Alors à Manchester City, j'ai un peu un doute. Enfin, dans le sens où il y a déjà pas mal de joueurs. Alors t'as raison, il y a beaucoup de concurrence et de toute façon. Concentrons-nous sur City. Il y a beaucoup de concurrence, mais est-ce que ce type de profil-là, tu l'as à City? Tu vois, dans les joueurs auxquels on pense clairement, un Rodri par exemple qui est amené à jouer à peu près dans ce. Tu vois, c'est un autre. Rodri, c'est blessé. Et en plus, Rodri s'est blessé. Bernardo Silva n'est pas un 6, mais Bernardo Silva peut jouer dans cette position. Reinders aussi, même si apparemment Reinders, il le fait jouer un petit peu un cran plus haut. Exactement. Tu vas avoir Matheus Nunes qui peut jouer aussi à ce poste-là, mais c'est pas réellement un spécialiste du poste. Pour moi, City, tu as raison là-dessus, il ne partirait pas titulaire. Par contre, je pense qu'au fur et à mesure de la saison, très vite, il va gratter et ses minutes et un poste, comme on vient de dire que Rodri a du mal quand même à revenir des croisés. Moi, j'avoue que pour City, ça pourrait coller. Mais le club, tu vas me donner ton avis, mais le club pour moi qui a le plus besoin de ce type de profil-là, c'est Manchester United. C'est pas le PSG, c'est même pas le PSG. C'est United. Bah oui. Je regardais. Sinon, t'as Casemiro et la version de Casemiro 2025. Et Ugarte. Hein.
et Ugarte. Voilà, donc ouais, je pense qu'un Baleba, il te change complètement le milieu de terrain d'un Manchester United. Bah, je pense que ce serait typiquement le joueur qui... parce qu'on voit quand même Manchester... Amorim, il est pas loin. Il est pas loin d'atteindre le truc qu'il faut. Il est vraiment pas loin et c'est vrai que ce serait le joueur qui lui faudrait sûrement. Maintenant, le problème, c'est que Brighton demande 140 millions. Alors, c'est là où tu me fais une passe décisive, je vais partager les stats. C'est là où est le problème, c'est que on parle de plus de 100 millions, donc quasiment 140 millions, pour un joueur qui n'est valorisé par Transfermarkt qu'à 40 millions. Donc, ok, il est en fin de contrat 2028, il est jeune, il a toutes les qualités qu'on vient de donner qui peuvent séduire tout un... Mais là, on est sur une surcote, mais là, c'est même plus une surcote, on est sur quasiment 100 millions par rapport à la valeur du joueur. Donc, et pour moi, 100 millions, en fait, c'est censé signifier quelque chose. Et ça signifie de moins en moins de choses parce que j'adore Ekitike et j'adore Alexander Isak. Mais en fait, à l'époque, 100 millions, c'était même pas 100 millions d'ailleurs, c'était un Cristiano Ronaldo avec tous ses moyens. Qui sortait quasiment, alors pas de sa plus belle saison, mais quasiment d'une très belle. Voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quand il arrive au Real pour quasiment 100 millions, ok, t'as raison, c'est pas sa meilleure saison factuellement, mais il vient de gagner la Ligue des Champions, il a gagné le Ballon d'Or. Bah, bon, on parle d'un gars qui t'as ça, et alors, ok, il faudrait mettre évidemment l'inflation, mais je suis pas sûr que le prix de Ronaldo en 2010, 15 ans plus tard, ça ait fait plus 50%. Ouais, ça. Après, malheureusement, c'est aussi le passage. Et amis parisiens, désolé, hein, mais c'est aussi le passage de Neymar au PSG qui, pour moi, je suis pas un économiste loin de là, mais qui a complètement dérégulé le marché avec des sommes. Derrière, on a vu des Ousmane Dembélé à 100 millions, à 150 millions, des Coutinho au même tarif. Enfin, c'est à partir de ce moment-là où ça a vraiment explosé. Et c'est vrai qu'un Baleba, ah oui, on est d'accord pour reconnaître le talent. Maintenant, 140 millions pour Baleba, 21 ans, qui a 2 saisons à Brighton et une saison à Lille. Excusez-moi, là, quand même. Là, en plus, moi, ça fait, tu vois, c'est un aspect psychologique, quand même. 100 millions. Et là, ça voudrait dire, bon, Isaac n'est pas encore vendu, tu me diras. Ça n'a pas l'air d'être franchement le cas. Je sais pas. Ils vont être obligés d'y arriver, au final. Je fais une aparté, mais ils vont être obligés, au final, vu la situation dans laquelle il est avec Newcastle. Tu vois pas d'autre solution que de le faire partir. Il ne jouera pas avec Newcastle, Isaac. Mais on a déjà, alors, de mémoire, Ekitike, c'est 100 millions. Ouais. Wirtz, c'était combien? C'est plus, c'est 120. 120. Donc là, si tu fais un Baleba aussi à plus de 100 millions, Isaac, donc là, ça veut dire que sur cette période de mercato estival, on aurait dépassé 4 fois les plus de 100 millions. Et attends, Chelsea a pas terminé, hein. Attention. Non, mais c'est quoi à dire, mais Zidane qui était toujours dans le top, je crois qu'à un moment il était encore dans le top 20, il va même plus passer dans le top 40, il va même finir dans le top 50. Hein. Oh bah là, clairement, enfin là, et c'est significatif, parce que ok, peut-être les plus jeunes qui nous regardent vont se dire ouais, c'est bon, les deux anciens là, ils sont mignons à nous parler de ça, mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y avait au moins cette logique-là, c'est-à-dire que le montant du prix du montant de transfert, il y avait une certaine logique et une cohérence avec la progression du joueur, le niveau du joueur. Là, on retrouve, encore une fois, on ne fait pas offense au talent de Baleba, mais 140 millions pour Carlos Baleba, mais ça ne les vaut pas. Donc, évidemment... Si maintenant les milieux défensifs valent 140 millions, alors les attaquants, on va les taper le 200 dans 2-3 saisons, même pas. Bah oui, vu la pénurie qu'on a en termes de grands attaquants comparé à quelques années auparavant, on va faire exploser encore ces sommes-là. Non, pour moi, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le talent du joueur et le profil du joueur. Et je pense que même lui... Baleba, il est titulaire partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Oui. Mais aussi, attends, c'est intéressant pour approfondir. Au PSG, tu le verrais s'il vient. Si le PSG vient sortir le gros chèque, tu le vois être titulaire direct. Difficile avec Vitinha Neves. Ah ouais, mais en tout cas, alors Fabien Ruiz, ça sert beaucoup, mais ah oui, non, mais après, de toute façon, on vient de le dire, s'il y a un montant comme ça qui est sorti, c'est pas juste pour aller faire les matchs contre Reims ou les matchs de Coupe de la Ligue. Hein. Enfin, mais non, mais pour moi, il est
peut-être pas indiscutable parce que c'est sûr, le PSG sort d'une coupe de vainqueur de la Champions League en plus d'un trio qui fonctionne bien, qui est vraiment complémentaire. C'est ça. Mais c'est pour ça que le PSG, ok, on l'a dit, la valeur du joueur, ça t'apporte un plus. Maintenant, est-ce que le PSG a réellement besoin à ce poste-là? Je pense plus qu'ils ont besoin de se concentrer sur leurs latéraux à remplacer en cas de blessure ou suspension de Mendes ou Hakimi, plutôt que d'aller trouver un espèce de gars phare au milieu. Tu l'as dit, Vitinha, João Neves, ça colle bien au milieu de terrain, et Fabien Ruiz avec, ça colle bien. Bon. Après, le PSG peut, on est moins. Il peut être dans tous les effectifs du monde. Voilà. Ah non, ça c'est sûr. Mais donc toi, la dernière option. Real Madrid, ce serait pas con, tiens. Ah ouais, parce que là, pour le coup, au Real, il pourrait. Mais et dernière option, si t'es à sa place, l'année supplémentaire à Brighton, t'en dis quoi? C'est pas gâché parce qu'il reste jeune, surtout quand t'es milieu défensif. Quand tu joues en première ligue aussi, c'est pas. Mais toutefois, il peut encore attendre une saison. Mais c'est ça. Après, c'est lui dans son état d'esprit, c'est surtout dans la mentalité. Il a pas l'air de râler beaucoup plus que ça. Non. Mais c'est vrai que c'est juste. Bon, voilà, tu vois. Lui, il peut faire encore une saison là-bas, prendre encore de l'expérience, comme on l'a dit pour plein de joueurs comme Le Paul et tout ça, et partir l'année prochaine. Il sera sur sa 22e année. Bon, je pense que tu vois, il y aura pas mort d'homme non plus. Donc, moi, j'avoue, Carlos, si tu as l'occasion d'avoir ton mot à dire dans l'affaire, reste une saison supplémentaire. Il y a pas un club, là, dont on vient de parler, qui te donne une place sûre de titulaire, à part Manchester United. Et Manchester United, c'est en reconstruction avec l'incertitude qu'il y a. Donc, moi, perso, comme pour le pôle, reste une saison plus. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup que cette image a été utilisée. Le train repassera plusieurs fois. Oui, on est d'accord. Je monte dans ton train. Voilà, le train gros club repassera plusieurs fois. Je suis totalement d'accord. Allez, on passe au sujet suivant, qui est Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest. Et on pose la question, est-ce qu'il pouvait viser plus haut, l'attaquant français? Non. Non, mais c'est. Tu m'as mis un petit suspense. Hey non, parce qu'en plus, Nottingham Forest joue la Coupe d'Europe. C'est vrai. Donc pour toi, sur le papier, qu'un gars qui vient de marquer une bonne quinzaine de buts en Ligue 1 signe à Nottingham Forest européen, bon, c'est sixième. Ouais, c'est ça. Donc voilà, le mec qui était Rennes, ça finit quoi, 13e, 14e? Ouais, c'est pas joli. Hein. Le gars qui a fini 13e, 14e de Ligue 1 signe dans le 6e de Première Ligue. C'est pas, ma foi, j'estime que c'est une belle progression dans tous les cas. En fait, c'est vrai qu'on peut se faire avoir parce que Nottingham Forest, ils étaient promus il y a pas si longtemps. Mais ça reste un vainqueur de Champions League. Non, mais t'as raison. En plus, c'est un club mythique d'Angleterre. Mais t'as raison. On a peut-être aussi tendance à sous-estimer Forest en se disant ok, c'est un énième promu. Non, maintenant c'est plus qu'un énième promu. C'est aussi un club qui vient de se qualifier pour l'Europa League, qui a bien débuté la saison de Première Ligue. Maintenant. Et qui a un président grec assez particulier. Ah oui. Mais toi, en plus, ça tombe bien. Tu connais quand même un tout petit peu l'attaquant phare de Nottingham Forest. Mon chouchou d'amour. Voilà, Chris Wood. Est-ce que tu penses qu'un Kalimuendo, ça peut jouer à côté d'un Chris Wood, ou on va dire c'est son remplaçant? Alors, c'est un remplaçant pour offrir un profil différent. Maintenant, pourquoi aussi je vois pas plus haut que Nottingham Forest, c'est que donc valeur sûre de Ligue 1 quand même. Ah ouais. Je partage les stats. Faut quand même le dire. Le gars en Ligue 1, c'est 156 matchs, 53 buts, 18 passes D. C'est quand même. Alors après, il y a peut-être des pénaux et tout ce qu'on veut, mais n'empêche que mais bon, et toujours est-il que
Il avait une carence. Toi, j'ai pris juste la saison à Rennes pour regarder. Donc, il a marqué 34 buts en 3 saisons. Donc, voilà, tu sais qu'en Ligue 1, c'est vraiment la valeur sûre de Ligue 1. C'est-à-dire, tu sais qu'avec lui, tu es sur ta quinzaine de buts quasiment par an. Mais sur 34 buts, il y en a que 4 contre des gros clubs. Ah, non. Il y en a deux. C'est ce qu'on appelle le syndrome Retegui. Mais ça, seuls certains pourront comprendre. Donc oui, il marque pas souvent contre les grosses équipes. Voilà, 2 contre le PSG et peut-être qu'il y a un penalty dans le lot, 1 contre le LOSC et 1 contre l'OM. Donc c'est vraiment son écueil. Oui, c'est le 3e joueur le plus capé des espoirs français. Il y est depuis qu'il a 18 ans et il a fait l'âge maximal jusqu'à 23 ans. Donc, je dirais que, alors, tu vois, signer à Nottingham Forest, c'était important parce que il doit le jauger, c'est maintenant, ça passe, ça casse. Soit tu seras un honnête joueur de Ligue 1, si, somme toute, ma foi, tout le monde aurait aimé faire cette carrière. Soit tu peux peut-être prétendre à un petit peu plus. Est-ce que justement Forest, qui, alors je dis pas ultra dépendant de son attaquant Chris Wood, mais on l'a bien vu, Chris Wood, il est important, il est décisif. Justement, dans la 6e place l'année dernière, il a été. Est-ce que pour toi, il va arriver, puisqu'on a compris que maintenant 35 millions, alors c'est un peu plus que de l'argent de poche, mais c'est quasiment pareil. Ouais, non, là, on commence à. Là, il y a quelques attentes là. Il y a quelques attentes, mais est-ce que réellement il va pouvoir, pour sa progression, là on en revient aussi à politique viser plus haut, est-ce que pour sa progression, ce club-là, avec ce type de jeu-là et un gars bien en poste, est-ce que c'est le meilleur endroit? Est-ce qu'on va dire il y avait peut-être pas un club un poil en dessous, mais qui pouvait te donner la place de titu, sûr et certain? Alors je te dirais peut-être surtout que les rumeurs pour comme quoi Nuno Espirito Santo est toujours un peu encore se faire virer, c'est toujours d'actualité, donc il vient pas dans le club le plus stable non plus. C'est ce qui me fait un peu peur, et en effet Chris Wood c'est la valeur sûre de PL. Alors tu vois, on parlait de Kalimundo, valeur sûre de Ligue 1. Alors Chris Wood, hormis son passage à Newcastle, mais c'était quasiment sûr, ça se voyait, c'est que les mecs voulaient se maintenir, ils ont pris un gars sûr de PL, ils l'ont pris et après ils l'ont jeté aussi vite. Mais c'est quasiment sa dizaine de buts chaque saison. Alors c'est pas le plus esthétique du monde. Non. On vous invite, si vous ne l'avez pas bien en tête, allez vous faire les highlights. Bon, vous allez voir, c'est un attaquant, on va dire, au style un peu rustique. Voilà. C'est ça. Mais diablement efficace l'année dernière. Mais efficace, oui, clairement efficace. Et pour ça, moi, c'est là où je te dis, j'ai un peu peur. Pour lui. Il va enchaîner les matchs et Chris, de mémoire, il doit avoir 33 ou 34 ans. Ok. Non, mais après, c'est ça aussi. Et tu l'as dit, c'était aussi important, je pense, pour Kalimundo de se jauger. C'était maintenant. Il avait, alors pas fait tout le tour des clubs de Ligue 1, mais il est passé par PSG, il est passé par Lens, il est passé par Rennes, plus de 150 matchs en Ligue 1. Bon, maintenant, oui, il y avait besoin peut-être de passer le cap supérieur et d'aller. Maintenant, voilà, 34 ans, hein, Chris Wood. Hein. Ouais, 34. Wow. C'est vrai qu'il y a la Coupe d'Europe et certes, c'est sûrement pas le joueur qui court le plus sur le terrain, mais c'est bien, à mon avis, de le faire souffler aussi. Et en plus, Kalimundo arrive. Alors, il y a quand même Igor Jesus qui est venu, celui de Botafogo, qui a une carrière assez bizarre. C'est que le mec est parti aux Émirats Arabes Unis. Il a même eu la nationalité émirati. Il a fait des saisons à Botafogo et il est d'ailleurs, s'il gagne la Libertadores, c'est vraiment aussi. Ah oui, il en fait partie. Donc c'est sûr, il y a la Coupe du Monde des clubs qui bat le PSG. Je suis quasiment sûr. Donc, il y a le côté où c'est en train de préparer l'après Chris Wood, ce qui est sûr, peut-être qu'il finira revenir dans tes mouchoirs, ça sera un moment un petit peu émouvant à ce moment-là quand je l'aime mon Chris Wood à chaque fois. C'est mon faible pour les grandes gigues. Mais bon, je l'avoue, j'avoue. Bon, on va arrêter parce que là pour le coup, on a fait un débat Kalimundo. Mais on l'a quand même un petit peu arrangé à la sauce Chris Wood quand même. Bon, mais après, en même temps, ça fait plaisir de parler. Non, mais c'est une donnée à prendre en compte, c'est que Kalimundo va se frotter à un gars qui est vraiment bien installé en PL. Donc c'est pas
Tu vois, il y aurait que le Nigérian qui vient de l'Union de Berlin, qui maintenant, parce qu'il y a aussi des problèmes de santé. Enfin bref, j'ai bouffé son nom. Voilà. Kalimundo, il n'arrive pas en mode tiens, on teste un nouvel attaquant. C'est non, il vient, c'est sûr, en backup. Maintenant, hein. Mais après, c'est l'histoire du foot. C'est après, tu viens peut-être avec un statut de remplaçant. Maintenant, à toi, quand tu vas être sur la pelouse, de faire la différence et de montrer qu'en fait, t'es plus qu'un simple remplaçant. Donc, il part un peu là-dessus, malgré l'étiquette des 35 millions. Encore une fois, on va se dire 35 millions, il arrive en star, il arrive un peu. Ben non, en fait, t'arrives, comme t'as dit, c'est pas de l'argent de poche, c'est un peu plus, il y a un peu plus d'attente, mais on va pas tout bouleverser pour toi. Maintenant, Kalimundo à son âge, il va avoir 24 ans, c'est maintenant. J'avoue, c'est maintenant. Et moi aussi, hein, j'ai envie de voir parce que je crois qu'il est d'origine congolaise, si je me trompe pas, et je l'ai jamais vu. J'ai pas, mais oui, peut-être que quoi. Oui, tu poses la question de savoir pour l'équipe de France. Bah c'est ça. Il faut qu'on sache, hein, d'une certaine manière. Non, je suis d'accord. Vu qu'il est passé par toutes les sélections de jeunes depuis le début de sa carrière. Ça pourrait avoir du sens. Et après, on parle bien par exemple, un Jean-Philippe Mateta à 28, 29 ans, peut-être potentiellement appelé chez les Bleus, alors que pendant des années, sa carrière était très très loin du niveau international. Donc, il peut y avoir cette belle tournure pour Kalimundo. Donc, ok, toi, tu es plutôt positif pour lui. Pourquoi non, il pouvait pas viser plus haut, mais pas forcément négativement. C'était son niveau. Parce que c'est son niveau à l'instant T, enfin en tout cas de ce qu'il a démontré. Après, on parlait de, tu vois, un Drogba, il se révèle à 23-24 ans. Qui sait que la première ligue, il va apprendre des nouveaux préceptes, il va prendre peut-être un peu plus de masse, il va apprendre des déplacements, à jauger des défenseurs quasiment les meilleurs. Non, c'est vrai qu'il va gagner en expérience, en maturité, et que peut-être ça derrière. Voilà, et peut-être que dans 2 ans. Voilà, dans 2 ou 3 ans, on retrouve un Kalimundo qui met encore sa quinzaine de buts en première ligue, et là, il va falloir se poser quelques questions. Ah oui, là forcément. Mais bon, ça sera plus Didier Deschamps à ce moment-là qui sera en charge de. Donc désolé. Ce sera pas forcément un tacticien plus porté sur l'attaque. Hein. Ça, il faut pas non plus l'oublier. Ah bah, si on se dirige vers Zidane, on aura le temps largement d'en parler, mais il va falloir se détendre sur le Zidane Ball. Hein. Va falloir se détendre un tout petit peu, hein, parce que c'est pas non plus régalade. Mais c'est efficace. Voilà. Bon, allez, je te propose le sujet suivant. C'est la relation explosive entre Ter Stegen et le FC Barcelone. On pose la question, c'est assez simple, là. C'est quoi le problème entre Ter Stegen et le FC Barcelone? Alors que une histoire qui est quand même quasiment de 10 ans. Oui, c'est ça. Et on en arrive. Champion, hein. Ah oui, mais on en arrive à, c'est la dernière roue du carrosse et dégage et on ne veut plus de toi. Donc oui, on pose la question, est-ce que, quand on dit c'est quoi le problème, est-ce que réellement il a justifié par quelque chose d'être considéré comme un paria après plus de 10 ans au club? Alors, je pense qu'il souffre d'une image, c'est que Ter Stegen, il a été aussi bon que parfois aussi mauvais. C'est vrai qu'il a eu des périodes vraiment, on aurait dit Samir Handanovic. Avec la casquette, période casquette sur la tête pour Samir. Sur la fin, c'était les parades du regard. Hein. Bref, et pourtant je suis pas supporter de l'Inter et grâce à lui on est champion. Lui et Radou. Bref, Yonout, cœur sur toi, Yonout. Ouais, mais grande saison au Celta Vigo en prévision. Donc en dehors de ça, mais mine de rien, il a quand même eu ses bonnes périodes parce que il a eu le trophée Zamora en 2022, 2023. Même si le trophée Zamora de mémoire c'est sur les clean sheets. Ouais. C'est plus facile d'avoir des clean sheets quand tu es à Barcelone que quand tu es, par exemple, on évoquait le Celta Vigo. Bah oui, clairement. Cette saison-là, c'est une saison où Barcelone, c'est le Barcelone de Xavi, quasiment un record en termes de buts encaissés. Donc oui, vraiment, c'était pas le Barça le plus séduisant en plus. Donc ok, il a ce titre de meilleur gardien. Maintenant, on le connaît, Ter Stegen. On le découvre pas, comme je viens de dire. Ça fait plus de 10 ans qu'il est au Barça. On l'a vu jouer, on l'a vu évoluer aussi en sélection allemande. Alors, moi, j'entends bien, mais il y a beaucoup de supporters barcelonais qui semblent dire, oui, le niveau de performance a clairement chuté depuis plusieurs mois, voire plusieurs saisons.
Et encore une fois, je crois qu'il s'était bien repris, mais c'est vrai que, enfin, sa dernière boulette, elle est pas si loin que ça. Hein. C'était contre Monaco. Hein. Bah oui, c'est ça. Et après, t'as les ligaments. Mais Sejny, il a fait la même chose contre Benfica. Bah oui. Et pourtant, les 6 mois de Sejny, on va pas dire qu'ils sont dégueulasses. Ah bah non, il y en a même qui militaient. Attends, je sais même plus. Il a été prolongé, Sejny? Ah bah, je sais même plus. Surtout qu'en plus, Ter Stegen, il a une blessure au dos et il va se faire opérer à Bordeaux parce que c'est le seul truc d'excellence qui reste là-bas avec le vin. Ouais, sachant qu'Andy Carroll est parti, oui, non, là, c'est vrai que. Il est parti dans un super club de D5 anglaise, ou D6, je sais pas. Ouais, mais je pense que nous, on n'est pas prêt, on n'est pas en capacité de pouvoir décrypter et comprendre l'intérêt de la carrière de Andy Carroll. Andy Carroll, il est porté par autre chose, par du plaisir. Mais t'as raison, donc il a été à Bordeaux pour aller se faire opérer. Et comme il a été se faire opérer à Bordeaux, depuis, c'est quoi? Il a perdu toutes ses qualités, et genre maintenant, c'est un pestiféré au point. Ah non, c'est qu'il revient pas avant 2026. Ah. Bon. Et en fait, il devait, alors si j'ai bien un peu suivi l'histoire, c'est qu'il devait signer un truc médical comme quoi il était vraiment pas là jusqu'à 2026. Et donc, ce qui fait, ça a empêché Johan Garcia, ouais. J'ai absolument pas l'accent, parce que ça doit être Juan ou un truc comme ça. Oh, c'est bon, ça. Johan Garcia, donc de signer au Barça, sachant que, putain, j'ai jamais vu une propagande, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que ils avaient besoin sa venue à Johan Garcia, elle était voulue par les supporters, bon, parce qu'il a fait des super matchs, parce qu'en plus il est catalan, parce qu'à 24 ans, serait peut-être en effet. Oui, c'est le moment. C'est peut-être lui aussi son moment. Je viens de revérifier si Sesni a été prolongé quand même. Ouais, parce que voilà, donc. Mais ça m'étonne guère, mais là pour moi il sera remplaçant. Bah déjà c'est Garcia qui a joué le trophée Gamper. Oui. Non mais pour moi Garcia, ce match-là pas fini en bagarre, c'était face au Betis. Garcia vient en titulaire et Chesney, ok, il a pu faire 2-3 bons matchs l'année dernière, mais je me rappelle surtout du match contre l'Inter, la demi-finale. Enfin, il y a 3 buts sur les 5 qu'ils encaissent qui sont pour lui, quoi. Enfin, vraiment, Chesney, moi, je suis pour le coup, très critique sur le gardien. Moi, c'est plus vraiment ce côté de manque de respect, en fait, vis-à-vis d'un gars qui, ok, peut-être a perdu son niveau et tout ça, mais que, je sais pas, pour moi, il avait gagné, on va dire, c'est le joueur étranger avec le plus de cap au Barça, derrière Messi. On va partager les stats. Donc ça veut dire quelque chose. Ouais, tu vois, sur les stats, là, je les partage. Ter Stegen, c'est quand même 422 matchs avec le Barça. Enfin, bon, à un moment donné, il va falloir quand même aussi respecter un peu le gars. Et vous avez gagné la Ligue des Champions avec. Alors même si c'était Bravo, je me rappelle plus, c'était Bravo jouait les matchs de Liga, et c'était Ter Stegen qui jouait la Ligue des Champions. Qui en plus, il a remporté la Ligue des Champions, la Liga, il a fait des matchs importants. Bon, ok, que vous vouliez plus le garder et que il faut trouver une solution contractuelle, d'accord. Mais là, c'est même les supporters. Parce que quand t'entends les supporters du Barça, c'est genre, mais vraiment, mais dégage Ter Stegen, on n'en peut plus. Il y en a même un qui a fait une compilation de toutes les boulettes depuis 10 ans. Enfin bon, là, les gars, en fait, on est arrivé sur une affaire perso, sur un joueur qui, ok, peut-être, j'avais peut-être pas compris le déclassement du gardien. Mais pour moi, Ter Stegen, sur les années 2010, ça reste un gardien important, en fait. Je comprends pas, en fait. Surtout que, à vérifier avec des Barcelonais, mais on peut pas dire que Victor Valdés, qui doit être un des gardiens les plus appréciés de Barcelone, était meilleur que lui. Mais Valdés bénéficiait aussi de la doublette Puyol-Piqué. Ça, c'est plus simple. Et le Barça dans lequel il évoluait était pas forcément. Alors ok, il a évolué dans le Barça de la MSN, Ter Stegen. Mais après, on l'a bien vu avec le départ et de la MSN plus d'autres joueurs au fur et à mesure du temps.
il s'est retrouvé à certains moments. Moi, et pour le coup, là, c'est pas un vague souvenir, c'est vraiment des souvenirs précis. Je me rappelle très bien de moments, de périodes dans la saison où Ter Stegen te sauve des matchs à lui tout seul. Donc, moi, j'ai ces images-là, mais apparemment, les supporters ont aussi les images. Toi, pour trouver une compilation des bourdes d'une heure et quart sur 10 ans, c'est qu'il y en a. C'est qu'il y en a. Et je suis pas sûr qu'on trouve. Alors parfois je regardais, il y a toujours des bourdes de déplacement un peu exagérés, mais c'est vrai qu'il y en a fait des belles, quoi. Alors je me suis pas farci toute la vidéo. Non, moi non plus. J'ai commencé, j'ai vu, on va dire un peu la teneur du truc. Je me suis dit bon, ok, on va pas aller plus loin, mais après. Mais pour moi, il a jamais été irrespectueux avec le Barça, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut retenir, c'est que le gars a même eu le brassard de capitaine. Alors peut-être qu'il a un peu fait chier sur ce truc médical, mais en attendant, en fait, peut-être que si le Barcelone lui faisait signer ça, c'est à cause des règles propres à l'Espagne, et aussi à cause de tout le foutoir qu'il y a aussi au Barça, qui a ces fameux 46 leviers pour pouvoir enregistrer un joueur. D'ailleurs, oui, j'ai vu que Ronny est toujours pas inscrit. Hein. Oh, le Danois est toujours pas inscrit. Non, mais Suédois. Danemark. Ah, il jouait au Danemark. Il jouait au FC Copenhague, mais je crois qu'il est suédois. Je crois. Mais moi. Et oui, il est toujours pas ajouté à l'effectif. Mais de toute façon, on avait eu le même problème avec Dani Olmo l'année précédente. Oui. C'était Koundé l'année encore d'avant. Donc maintenant, c'est bon, ils en ont un chacun. Donc pour terminer sur ce débat. Ok, on n'a peut-être pas toutes les rêves des supporters barcelonais qui voient tous les matchs. Alors peut-être que oui, on est vraiment passé à côté d'un déclassement énorme. Mais on l'a dit tout à l'heure, on parle d'un gars qui a fait plus de 400 matchs au club, qui a jamais été irrespectueux, qui a eu un niveau de performance à certains moments très élevé. Bon, je sais pas, mais je comprends pas pourquoi. Et Bargier est bien suédois. Je suis allé vérifier. Donc non, oui, c'est ça. C'est juste un peu dur. Je trouve un peu, je trouve ça un peu irrespectueux au niveau du joueur, sachant que, comme je t'ai dit, j'ai pas eu la sensation qu'il ait fait beaucoup chier. Alors bien sûr, il a fait des boulettes, mais est-ce qu'il y a autant de boulettes que ça quand même, parce que en Liga, il est à 50% de clean sheet quasiment. En Champions League, et ça se voit aussi quand il était en Bundesliga à Mönchengladbach, il était à environ 30%. Enfin, il est à 33% de clean sheet, qui, somme toute, je trouve honorable pour Ligue. En fait, c'est ça. C'est après peut-être que, pour terminer véritablement ce débat, peut-être qu'il y a eu trop d'attentes à un moment donné sur Ter Stegen. On l'a dit. Pour beaucoup, c'est Neuer bis, quoi. Ah voilà. Et c'est pas Neuer. C'est pas Neuer bis non plus. Et c'est pas Neuer bis non plus. Donc c'est peut-être là où a été le problème, c'est qu'on s'est peut-être trompé sur le réel niveau d'un Ter Stegen. Maintenant, voilà, je pense vous avez compris le sens de ce débat. Juste mettez un tout petit peu de respect sur un gars qui n'a pas manqué. Match et qui est ton deuxième joueur étranger à avoir le plus de cap. Voilà, ça paraît logique. Et même s'il est moins bon, écoute, on serre la main, on dit merci, au revoir, et puis on attend gentiment sa fin de contrat. Je revérifie, mais sa fin de contrat, c'est quand pour l'ami Ter Stegen. Attends, il est son contrat 2028. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est peut-être ça aussi. Ah, il y a peut-être aussi ce paramètre aussi qui doit rentrer en compte. Peut-être le contrat encore qui doit poser. Ça va être long. Allez, ça va être un peu long, ouais. Ça va être un peu long. Bon, allez, vas-y, on va passer à l'avant-dernier sujet de notre petit Mercato Live. Le sujet suivant, c'est Elias Benseghir, proche du Bayer Leverkusen. Alors, entre-temps, il y a Dortmund qui est rentré aussi dans la danse. Donc, on pourrait ajouter Dortmund dans l'intitulé du débat. Mais nous, on pose la question, est-ce que c'est le bon moment pour partir de l'AS Monaco pour Elias Benseghir? Est-ce que toi, tu partirais sur un départ tout de suite, ou tu resterais une saison supplémentaire du côté de Monaco? Moi, je resterais. Enfin, je vois pas. Enfin, surtout, je vois pas pourquoi Monaco veut le vendre. Bon, ils veulent le vendre aussi à Cliouche.
Ah bah, je pense que Dimitri Ribolovlev peut te parler un petit peu et puis il va t'expliquer pourquoi lui il verrait bien d'un bon œil le départ du petit Ben Seguir qui vient du centre de formation. Ah, sûrement. Bah, surtout qu'en plus, comme c'est le centre de formation, tu touches de la thune à chaque fois. Donc, même quand si Leverkusen venait à le transférer. Mais, enfin, je sais pas, c'est un gars qui est quand même plus ou moins titulaire. Ouais. Plus ou moins titulaire quand même. Là, il y a Biret qui arrive. Il y a Biret qui est arrivé, qui est arrivé l'hiver dernier. Alors, c'est pas un pur neuf, Ben Seguir. Non, pour moi, c'est pas un pur neuf. Pour moi, il jouait plus sur le côté. Mais bon, je sais pas. Après, je crois qu'il faisait partie des nominés des meilleurs espoirs de Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Cette saison ou l'année dernière. C'est ça. Et l'année dernière, je vais partager les stats. L'année dernière, pour Ben Seguir, c'est 46 matchs, 9 buts, 4 passes décisives. C'est intéressant, mais on peut pas parler non plus d'une saison de futur crack. On parle du joueur potentiel. Mais bon, c'est un joueur qui va avoir 21 ans en février. Donc, il y a aussi ça à remettre en perspective. C'est encore un jeune joueur. Donc, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour partir alors que tu as encore 20 ans et que en Ligue 1, certes, tu as tes matchs, mais t'as pas encore eu ta saison phare. Donc, est-ce que ça quand tu regardes, là, ils viennent de vendre Amin Adli. Je crois que Amin Adli part à 20 ans de Toulouse. Hein. Ouais, quasiment, ouais. Pas loin de cet âge-là. Mais avec un autre profil aussi. Avec un autre profil, Amin Adli. Donc, toi, spontanément, je semble comprendre non, toi, tu resterais plus à Monaco et tu partirais pas. Je vois en ailier gauche, t'as donc Minamino, qui joue souvent, quand même. Ouais. Et t'as aussi Ansu Fati. Bon, Ansu Fati qui va devoir revenir. Après, Monaco. Lui aussi, on lui souhaite. Hein. On lui souhaite de revenir sur le terrain. Alors, c'est vrai que si Ansu Fati ne récupère que la moitié de son niveau, je pense que ça peut être intéressant pour Monaco. Ah oui, clairement. Maintenant, en effet, et si tel est le cas, en effet, Ben Seguir, qui voit déjà son temps de jeu se réduire au fur et à mesure, va pas voir. J'espère que le banc de Louis II est molletonné. C'est important. Écoute, tu verras comme quoi c'est important d'avoir une selle en jeu. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est des détails. C'est des détails auxquels on ne pense pas. Et qui je les ai pris, les vélos en libre service pour aller à Palavas. Les 20 km aller-retour, crois-moi qu'à la fin, j'avais mal. Tu les as sentis. Non, je peux pas. En plus, les trucs, c'est le seul vélo qui fait 20 kilos. Bref. Écoute, ça, c'est les joueurs de Montpellier. Ça, pour les habitants, ils comprendront. Mais là, pour en revenir à notre débat Ben Seguir, pour toi, est-ce que ça, on va dire, pour sa progression, c'est mieux quoi, de rester à Monaco avec, un cadre plutôt propice, mais quand même zéro passion autour du club, parce qu'il faut quand même se le dire, c'est quand même un microcosme particulier, Monaco. C'est vrai que parfois Monaco, tu te dis que ça finisse 2e ou 6e. Mais même quand ils descendent en Ligue 2, t'as l'impression que véritablement il y a quelque chose. Il y a pas grand mouvement populaire. Alors, il y a beaucoup de supporters de Monaco dans l'ensemble de la France. Oui. C'est clair. Parce que ça a marqué, évidemment. Hein. Mais par contre, le contexte local, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose qui t'amène, on va dire, le sel du foot. Donc, il y a ça. Et il y a surtout le projet de Leverkusen, qui joue aussi la Ligue des Champions. C'est la Bundesliga. On ne parle pas de tous les nombres de joueurs français qui sont passés en Bundesliga ces dernières années et qui ont pu exploser et faire une grosse carrière. T'as un Ten Hag. Alors, Ten Hag, on a pu le dire dans certains débats, c'est peut-être particulier comme entraîneur, mais n'empêche que c'est un formateur. Donc, est-ce que, on va dire, la perspective d'aller à Leverkusen dans un club qui a bien marché, certes, avec un nouveau chapitre à écrire, mais avec un formateur et tout ça, pour moi, honnêtement, je ne veux pas te dire qu'il a fait le tour à Monaco parce qu'on vient de le dire, 46 matchs, 9 buts, 4 assists. Et il n'y a pas beaucoup d'ailier gauche. Hein. Normalement, il y a Martin Terrier. Mais Martin Terrier, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un ailier gauche, là où pourrait jouer par exemple un Ben Seguir? Un joueur de foot avec ses 2 genoux au moins.
Ah, c'est ça aussi, tu vois. Donc, c'est compliqué. Pour moi, il y a une vraie carte à jouer. Il y a une vraie carte à jouer. Maintenant, Serge, qui est sur la chaîne, disait, ouais, les gars, calmons-nous un peu. Ben Seguir, c'est très gonflé, mais c'est pas encore un top player. Donc, moi, j'irais plus à sa place, à Leverkusen. Tu continues ta progression, la Bundesliga, comme on vient de dire, et Monaco pourrait récupérer un joli chèque dessus. Et il perdrait pas de place pour la sélection parce qu'il y a la CAN qui arrive au mois de décembre et janvier avec le Maroc. Et s'il va à Leverkusen, pour moi, il continue de s'inscrire comme un joueur important de la sélection. Donc pour moi, je dirais. De ce que je vois, il y a la place à Leverkusen. Donc s'il y va. Ok. Et Dortmund, puisque c'est la dernière option qui avait été donnée, Dortmund, est-ce que tu as la même lecture ou au contraire, peut-être que Dortmund, il y a plus de concurrence et c'est plus difficile d'arriver à jouer. Ça dépend. Est-ce que Dortmund, Jadon Sancho va revenir? Ça semble pas être la tendance, mais tu as un Bino Gittens qui normalement doit partir s'il n'est pas parti déjà. Bon, il y aura toujours besoin. Mais pour moi, les Leverkusen, comme on vient de dire, il n'y a pas réellement d'ailier gauche ou de profil de gars de ce profil-là. Moi j'irais. Et vu l'exemple à Minadli, moi j'avoue, je suis Ben Seguir, j'y vais. Ouais, non, il peut tenter. Et en effet, Bino Gittens est retourné à Chelsea. Voilà. Donc tu vois, ça peut peut-être te donner. L'Allemagne, oui. Voilà, en analysant, il a quelques opportunités. Ça peut le faire. Autant, tu vois, pour vraiment clôturer, autant ça serait la première ligue, comme on vient de dire, un club moyen. Là, franchement, avec le profil de Ben Seguir, je suis pas sûr. Mais là, la Bundesliga, avec le type de jeu qu'il a, l'âge, franchement, pour moi, pas. Après, Monaco, il faudra le remplacer parce que même si c'est peut-être pas encore super mature et tout ce que tu veux, actuellement, c'est quand même un gars qui joue, qui est dans la rotation et qui marque des buts. Donc, il faudra le remplacer. C'est ça, c'est que comme on l'a dit, autant t'as Minamino qui est le titulaire, autant Ansu Fati, c'est la grosse interrogation. Ah oui, c'est la vraie question. Bon, allez, on va passer au dernier débat, et je pense que celui-là, il va t'inspirer. C'est le débat Sébastien Haller prolonge à Utrecht, et on pose la question, est-ce qu'un club français aurait dû tenter le coup du côté de Lyon? Oui, tous les jours. Voilà. Tous les jours. Bordel de merde. C'est ça que je voulais entendre. Alors pour toi, oui, t'as un club, ouais. Vas-y, je veux. Il y a une croix de Malte. Ça joue en blanc. C'est magnifique. Ok, donc c'est bien le club de Bourgogne. Belle horloge. C'est bien ça. Tu l'aurais vu. Serial killer. Bref. Toi, tu l'aurais vu revenir. Surtout, je crois que Dortmund le libère quasiment. Donc, voilà. Ouais, je crois que c'est prolongation. Je crois que c'est prolongation. Ah non, t'as raison. Dortmund le libère complètement. Donc toi, t'aurais tenté? T'aurais tenté si t'étais. J'aurais tenté. Alors après, je sais que la relation entre Auxerre et Sébastien Haller est compliquée, parce que le pauvre est arrivé commençait à percer quand on était descendu en Ligue 2. Et évidemment, de toute façon, j'en ai parlé des dizaines de fois, un peu comme Florian Hayet d'ailleurs. C'est qu'on cherchait le nouveau Djibril Cissé. Ouais, tu m'étonnes, John. Sauf que c'est sûr que si t'attends de Sébastien Haller que ça soit le nouveau Djibril Cissé, alors on parle de technique, un plus de profil technique. Non, plus on va dire d'attaquants qui enfilent les buts. Voilà, c'est ça. Ok. Après, on a déjà fait ce débat, Djibril. C'était quand même top. C'est très haut niveau. C'est très haut niveau et ce serait un regret ces deux blessures. Bref, donc on est quand même pour parler de Sébastien Haller. Alors Utrecht, donc ça ressemble à un choix du cœur pour lui. Il était déjà prêté la saison dernière, la demi-saison dernière. Parce que je crois qu'il était à Leganés. Il était à Leganés en début de. Ça se passait mal. Il met que 4 buts en 16 matchs à Utrecht. Mais j'ai vu que Utrecht est quand même qualifié. Enfin, là, ils viennent de remporter, mais ils sont pas loin de jouer l'Europa League.
Donc ça, c'est sûr, les JOCR. En plus, ça c'est un plus. Pas l'Europa League. C'est ça, c'est que là, je suis en train de partager les stats. L'année dernière, c'est 18 matchs, 6 buts, 2 passes décisives. Donc, pour un gars, on connaît la carrière, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un gars, ça a été compliqué pour lui en France, il a été obligé de partir. Au moment où, on va dire, sa carrière prend un véritable envol, bah, malheureusement, il est rattrapé par une maladie, par un cancer. Il est obligé de lutter contre la maladie, revient, donne la canne à la Côte d'Ivoire. Donc il y a un espèce de côté un peu irrationnel dans ce parcours. Et derrière, ah oui, on aurait, moi je le dis humblement, j'aurais bien aimé le voir encore au haut niveau. Et le prêt à Leganés plus Utrecht, bah moi ça me laisse un peu sur ma faim. Donc j'avoue, je le dis humblement, j'aurais bien aimé qu'ils viennent passer en Ligue 1 en fait. Donc après que ça soit à Auxerre chez toi mon copain ou un autre club, je sais pas, mais moi j'aurais voulu le voir en Ligue 1, Sébastien Haller. Ouais, pour moi il a un truc, mais c'est vrai qu'il a peut-être pas Florian Hayé quand il revient, il a l'air d'avoir entre guillemets une meilleure relation et en tout cas il était venu réécrire une histoire et là comme il est parti au Servette, mais il a réécrit cette histoire, c'est-à-dire que quand il est venu, on était en Ligue 2, il était venu pour nous aider à remonter en Ligue 1, on est remonté en Ligue 1, il a planté sa dizaine de buts, et cette année, il a planté 2-3 buts, tous importants. Merci Flo pour ce deuxième passage qui... voilà. Et c'est vrai que Sébastien Haller, j'aurais aimé avoir cette même chose, c'est-à-dire un deuxième passage pour un joueur qui est pas complètement... qui est pas tout jeune, mais qui est pas tout vieux non plus. Non, il vient de fêter ses 31 ans. Alors, ok, bien sûr, le parcours qu'on vient de décrire, forcément, peut interpeller, mais 31 ans, bon, il y a encore pour moi 2 à 3 ans, peut-être au niveau. Et en Ligue 1, on parle pas peut-être du PSG ou peut-être de l'OM, mais peut-être un club, voilà, un peu en dessous. Évidemment, Auxerre, ça pourrait avoir du sens, mais un autre club je sais pas combien Utrecht peut proposer en termes de salaire maximum, mais je sais qu'Auxerre avait payé la moitié du salaire de Ahmed Traoré l'année dernière, donc c'est-à-dire environ 130 000 euros par mois quand même. Hein. Donc ça veut dire que normalement, financièrement, Auxerre aurait pu... En venant libre, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Sachant qu'en plus, voilà, je vais pas te lancer dessus, mais il y a un Sinayoko qui risque. Je pense que il y aura du recrutement. Il y a peut-être 2 joueurs qui vont venir. Et que là, pour le coup, ça voilà, le débat c'est pas sur Auxerre à la base, mais c'est vrai que pour un club comme Auxerre, j'avoue que ça aurait eu du sens. On va dire pour l'histoire, mais en plus, factuellement, tu aurais eu besoin d'un attaquant comme ça. Alors maintenant, peut-être que tu perds Sinayoko et tu le remplaces par Haller, tu as déjà Baird du même profil, peut-être il te faut un autre profil, peut-être. Mais rien que sur l'histoire, sur ce qu'il peut te transmettre, ce qui peut t'amener aussi aux plus jeunes, et si en plus, on va dire au niveau du salaire, on arrive à trouver un arrangement avec en plus Dortmund qui le libère, ouais, j'avoue. Tu entraîné par Djibril Cissé. Mais en plus, voilà, tu vois, ça aurait eu encore plus du sens. Et pour d'autres clubs, je le replace parce que c'est pas que sur Auxerre, mais sur d'autres clubs de Ligue 1, je suis désolé, tu vois, par exemple le Paris FC, je sais que tu critiques un petit peu le recrutement et la manière de faire, mais là par exemple, tu prends un Haller devant. Bah, peut-être que ton attaque, elle a une autre gueule. Et pareil pour plein d'autres clubs de Ligue 1. T'aimes pas Jean-Philippe Crasso et Pierre-Yves Hamel? Je sais pas, mais Jean-Philippe Crasso, pour moi, c'est un attaquant de Ligue 2. Il a fait toutes ses meilleures performances en Ligue 2. Dès qu'il est arrivé au niveau supérieur, ça a été compliqué. Donc, tu vois, et là, on parle d'un club qui est quand même ambitieux, le Paris FC. Il veut se maintenir, veut se développer. Voilà, donc, en plus, on parle. C'est vrai que ça fait un petit nom sympa. Il était meilleur buteur de la Champions League. Oui, il y a 3-4 ans. Allez, 3-4 ans. Ouais. Quand il était à l'Ajax. Donc, c'est pas non plus, tu vois, on parle pas d'un gars que tu vas chercher vraiment et qui va sortir du format à 38 ans et qui sort de 3 saisons en Indonésie. Là, on parle d'un gars quand même. Il y a moins de 2 ans qui donne la victoire à la Coupe des Nations à la Côte d'Ivoire. Bon, enfin quand même. Et on l'a placé sur plusieurs débats.
il y a plusieurs joueurs cet été qui auraient pu revenir en Ligue 1. Je pense à Thomas Lemar, je pense à Amina, je pense à Yacine Adli, je pense à voilà Sébastien Haller, à Alain Saint-Maximin. Il y a plein de joueurs. Non, mais les gars, en fait, les clubs de Ligue 1, je dis pas qu'à chaque fois ça aurait été des bonnes idées, mais on peut essayer aussi de temps en temps un mec qui revient de l'étranger sans forcément. Ouais, mais après on l'avait beaucoup refait, tu sais, avec tous ceux qui se sont foirés à Newcastle ou à Sunderland. Je pense à Wabi Kazri ou des choses comme ça. Maintenant, t'en as certains. Et limite, on nous reprochait de faire du recyclage. Peut-être. Ah, non, mais t'as raison de le préciser. Peut-être que je suis trop dans une espèce de, pas de nostalgie, mais j'aimerais bien revoir. Toulouse prend Djibril Sidibé. Je pense, il y avait pas mal qui disaient, bon, ok, bah, tu fais une espèce de recyclage. Et pourtant, Djibril Sidibé, depuis c'est qu'il est à Toulouse. Bah, clairement, t'as rien à dire. Il y a rien à dire sur le joueur. Donc après, bien sûr, c'est pas tous les profils. Il y en a certains, là, que je viens de citer, ça marcherait peut-être pas. Mais, tu vois, je te dis, un Yacine Adli, je reste dessus. Yacine Adli, qui va terminer à Sassuolo. Franchement, vraiment, l'OM, là, qui vient de perdre Adrien Rabiot, mais ils me prennent Yacine Adli à la place, mais clairement, je dis ok. Mais Yacine Adli va finir à Sassuolo? Ouais. Oh, mais c'est bien. Ça pourra mettre de l'eau à mon moulin sur un débat avec Paul. Ok, c'est bien. Bah écoute, pour terminer notre débat, ça fait un petit teaser. Peut-être, on l'a déjà appelé une première fois dans ce débat, peut-être qu'on aura Paul ces prochaines semaines. Mon copain, hein, c'est pas une fixette sur toi, mais on aimerait bien t'avoir sur ce Mercato Live. T'as pas pu encore participer, on aimerait bien te voir. On avait ce débat, genre... Yacine Adli, bon, moi, à chaque fois, c'est vrai que dès qu'il y a des chiens écrasés qui ont eu un peu de niveau, je dis, bah, venez à Auxerre, les gars. Mais bon, c'est quoi la différence entre aller chez un promu de Serie A, entre Serie A et Serie B, et Auxerre, un candidat toujours pour le maintien, là. Moi, écoute, tu sais quoi? Je pense que c'est Fabio Grosso qui doit faire pencher la balance. Ah, c'est ça. Ça doit être la cicatrice, c'est viril et ça donne de la. Oui, ça donne envie. Bon, merci mon copain. Merci à toi d'avoir participé et à ce débat, Sébastien Haller, et surtout à ce petit Mercato Live. Donc, tu le sais, hein, tu reviens quand tu veux au FC Copain, t'es chez toi. Et puis nous on se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis vous gardez surtout en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.